faktor kemudian. Jadi itu sebenarnya voilà. J'attendais à être égorgé ou à être que j'ai comparu devant un tribunal islamique, donc selon eux j'étais passible de la peine de mort par rapport soit dans mes chansons, soit dans mes déclarations officielles ou en travers la presse nationale ou internationale. Matou Blounès, bonsoir. C'était le 10 octobre, le jour de votre libération. Ce soir, je crois que vous voulez tout de suite parler de ce qui s'est en Algérie. Malheureusement, oui. Je suis sincèrement révolté, révisé. Je ne trouve pas les qualificatifs. On est en train de consigner le peuple. On continue de... C'est la montée de violence qui ne veut pas s'arrêter. Moi, je pense que c'est la rupture définitive avec ces gens. Ces gens, il faudrait les combattre. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Ce n'est pas nous, les démocrates, qui refusons le dialogue. C'est ces gens-là qui veulent pas, qui refusent le dialogue. Ils ne veulent pas de la démocratie en Algérie. Ils ne veulent pas de liberté de pensée. C'est la charia. Le Coran a dit, la charia a dit l'application en quelque sorte d'une république islamique. Et ça, on n'est pas prêt, même s'ils explosent la moitié de l'Algérie. Ce n'est pas par la terreur qu'on acceptera une république islamique en Algérie. Mais comment arrêter cette machine de mort qui semble lancer à l'infini? Écoutez, pour arrêter le dialogue, écoutez, tous ces morts, tous ces assassinats. Ce n'est peur, ce n'est pas avec des explosions, ce n'est pas avec des décapitations. C'est avec la résistance. Soit c'est la reddition, je préfère me situer dans le camp de la résistance. Vous êtes nombreux à vouloir assumer cette résistance au péril de votre vie et au mépris des terroristes? Heureusement qu'on est très nombreux. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui se battent en travers l'Algérie. Comment retrouver les racines de cette déchirure à l'intérieur du peuple algérien? Vous savez, ici, il y a beaucoup de facteurs négatifs. Ici, on fait il y a l'échec social et économique du régime. Et il y a l'école, moi je pointe tous accusateurs sur l'école algérienne. L'arabisation forcée? Exact. Moi personnellement, je suis une victime de l'arabisation forcée. Vous dites que tout a commencé justement par la dépossession de votre propre culture, de votre propre langue. Ça a été fait depuis longtemps déjà, par tous les régimes qui se sont succédés, disons, un seul régime, toutes les facettes d'un même régime. On n'a jamais voulu de cette langue berbère. Une chose est sûre, partout où le mouvement culturel berbère est implanté fortement en Algérie, l'intégrisme n'arrive pas à s'ancrer. C'est très important. Là, vous parlez de chez vous, mais dans le reste de l'Algérie? Je crois que le mouvement culturel berbère n'est pas qu'en Kabylie. Il existe un peu partout en Algérie, sauf qu'en Kabylie, le mouvement culturel est beaucoup plus fort. Vous êtes chanteur, vous êtes populaire, vous êtes appuyé par les jeunes, vous êtes issu du peuple. On a l'impression que beaucoup de jeunes vous suivent. Est-ce que vous pensez que c'est par une résistance vitale, encore une fois, vous risquez votre vie, que vous allez y arriver? Ces jeunes, ils me suivent, ils m'ont adulé parce qu'ils s'y retrouvent quelque part. C'est leur identité qui est bafouée. Mais quels moyens d'expression ont-ils en ce moment même en Algérie, les jeunes qui vous suivent? Ils s'accrochent, ces jeunes s'accrochent. Soit c'est la mosquée qui les récupère, ou c'est des gens qui leur apportent une certaine couleur de liberté. Il y a deux camps en Algérie. Il y a deux familles en Algérie. Comme le disait Tarja, la famille qui avance et celle qui recule. Si ces jeunes s'accrochent à mes chansons, c'est parce qu'ils trouvent un semblant de liberté, un semblant d'épanouissement, un semblant de résistance. Vous voulez bien nous chanter une chanson? Avec plaisir. Et puis on reparlera de l'Algérie tout à l'heure. Nous avons une cinéaste qui est là et qui n'arrive pas à sortir son film en Algérie. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis Rachid aussi. Je crois que vous allez nous interpréter une chanson au titre fort ironique, Matou Blounès. Là j'ai changé d'avis, je vais chanter une chanson qui s'intitule Kenza. C'est une chanson en hommage à tous les démocrates algériens assassinés.
une chanson en hommage plus spécialement à Tahar Djaout, le premier journaliste écrivain assassiné en Algérie. Merci Matou Blounès, vous venez nous rejoindre. Pendant que vous nous rejoignez, je vais lire en français le texte de cette chanson que vous venez d'interpréter. Ce texte se trouve à la fin de ce livre que vous publiez ces jours-ci, qui s'intitule Rebelle, qui paraît chez Stock. C'est un livre écrit dans l'urgence, c'est un livre écrit juste après votre libération. C'est un livre extrêmement émouvant. Vous parlez de votre enfance, vous parlez des femmes dans votre village de Kabylie qui vous ont aidé à vivre, du chant des femmes. Vous parlez de votre arrivée à Paris, du temps où vous alliez dans les cafés à Barbès. Vous parlez de votre papa qui un jour est revenu dans le car, dans votre petit village. Il avait un cadeau pour son petit enfant et ce cadeau c'était un instrument de musique. Parce que depuis que vous êtes tout petit, vous rêvez de faire de la musique et vous avez commencé avec un bidon à huile, c'est ça? Ouais, un bidon à huile. Ah. Alors ce texte que vous venez d'interpréter dit « Le ciel est trouble, il se fissure, la pluie a lavé la tombe, les eaux déchaînées se déversent, emportant tout sur leur passage. De sous les dalles, un cri déchirant retentit, clamant la colère et l'impuissance. Kenza, oh ma fille, ne pleure pas. En sacrifiés, nous sommes tombés pour l'Algérie de demain. Kenza, oh ma fille, ne pleure pas. » Kenza, c'est la fille de ce journaliste assassiné. Exact. Alors chanter pourquoi? Chanter pour la colère, chanter pour la douleur, chanter pour la souffrance, chanter pour l'avenir? Chanter pour vivre, pour survivre, surtout dans mon pays. Mon pays qui est en train de sombrer au jour le jour. Donc la chanson aujourd'hui pour moi, je reviens toujours à ce mot, c'est la résistance. En Kabylie, la chanson a été toujours synonyme de résistance. Enfin, vous ne saviez pas que votre art populaire allait devenir une arme de résistance quand vous avez commencé à aller chanter à Barbès. Je ne le savais pas. Et à tendre la main pour avoir un peu d'argent, vous ne saviez pas. Non, je ne le savais pas. Ce n'est qu'avec le temps que je me suis aiguisé. Vous dites dans ce livre que tout a commencé à basculer le 20 avril 1980. C'était en quelque sorte un peu, comme je l'ai dit dans le livre, le 1er novembre 1954 de mes parents. C'était la révolte berbère. C'était un peu nous-mêmes. On voulait vivre, on criait à la survie. Parce que cette langue ancestrale, de tout temps, réprimée. Et on continue, vous savez, actuellement on rentre dans la phase du 5e ou du 6e mois en Algérie, l'école est paralysée. Il faut que vous nous expliquiez qu'après l'indépendance en Algérie, finalement en Kabylie, ça a été le moment de la révolte, de la colère et de l'assassinat de votre propre culture. Ça a commencé bien auparavant. Ça avait commencé bien auparavant, en disant qu'il y avait l'orchestration arabo-islamique. Et maintenant, aujourd'hui, on paye les conséquences, on paye les frais de l'arabo-islamisme. Vous savez, peut-être là, je vais m'éloigner du sujet. Les jeunes que j'ai rencontrés dans les maquis de Kabylie, là où j'ai été séquestré pour 16 nuits, je l'ai toujours dit, cette moyenne d'âge ne dépasse pas 22 ans, 23 ans d'âge. Qu'est-ce qui a formé ces jeunes? Moi, je dirais, je retourne toujours à l'école fondamentale, c'est l'école. Quelle école? L'école coranique ou l'école laïque? Non, l'école arabo-islamique, parce que dès 68, il y avait cette arabisation forcée. Je vous gardais la langue française comme butin de guerre, comme l'avait dit Feu Katib Yassine, on n'aurait pas atteint ce stade de désolation. Monsieur Boujdra partage peut-être... Monsieur Boujdra, vous avez les mêmes mots, hein, c'est très très étrange